Ok, je me nomme Adam Obéji, je suis un agent de terrain. En fait, vous voyez comme ça une dalle, c'est une dalle. Un diamètre de 30 mètres. 1,50 m autant pour moi, un diamètre de 30 mètres. C'est pareil que la fosse aussi. C'est un diamètre de 30 mètres. Donc cela veut dire, si la fosse est de diamètre de 30 mètres, c'est pareil pour la dalle. Maintenant, ce que vous voyez là, l'année dernière, il y avait beaucoup de bénéficiaires qui se posaient des questions en nous disant que les gars, mais il y a beaucoup d'espace. Mais il y a une petite siège qui se nomme sotopan. C'est la sotopan qui doit être posée par là. La sotopan aussi a une clapette. La clapette fait des mouvements. En cas de besoin, elle fait des mouvements. Une fois terminée, c'est fini, elle se ferme. Donc aussi, ça permet aussi, par exemple, comme les cafards, ne se permet pas de ressortir de la fosse. C'est ça que l'utilisation de la clapette là, elle est utile. À part ça, ici c'est le PVC. Le truc que vous voyez là, c'est pour le PVC, pour l'aération de la fosse. Ça permet aussi la fosse de vivre, de nourrir comme la personne. Bon, au-delà, après le PVC, on a une tissu, c'est déjà de moustiquaire, on attache. Ça permet aussi les mousses de ne pas pénétrer à la fosse. À part ça, vous voyez ici, le maçon est là, il est en activité. Bon, c'est une fosse de diamètre de 30 mètres, profondeur 1,50 m. Oui. Chaque rangée prend 9 briques de rangée. Au total, ça te donne 81 briques par fosse. Pourquoi 1,50 m? 1,50 m, c'est la dimension exacte du projet. Ça fait 3 ans de cela, tous nos dimensions c'est 1,50 m. Et aussi, la durée de la fosse c'est pour 10 ans. C'est pour 10 ans. C'est parce que également vous avez fait en compte à quelques encablures. Oui, de la mer. Ok, encore une fois. La dalle aussi, si par exemple on prend la dalle, on la pose sur la fosse. D'ici 10 ans, ici du peu de temps, si la fosse est remplie, vous pouvez déplacer la dalle et vider la fosse. Ça aussi, bon, c'est une méthode. Vous pouvez vider la fosse. Si par exemple, vous avez un jarret à côté, c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Ouais. C'est mieux de creuser par là. C'est ça, oui, c'est ça. Si bon, le temps, comme que le temps ne nous permet pas, on pourra faire le tour. Vous voyez toutes les 10 dalles faites et les 10 latrines construites. Dans combien de jours à peine? 5 ans. Entre 5 jours, 10 latrines, 10 fosses, 10 dalles. À l'intérieur de 5 jours. De 5 jours. Ada dong putih merah. Boleh kau pomperin wala? Ok, vous voyez ce puits-là est financé par le projet. Ce puits, le profondeur de ce puits est de 13 mètres de profondeur, plus le fonchage. Avant de faire descendre les bus, il faut foncer aussi l'eau. Cela veut dire, si par exemple, une fois ils ont atteint l'eau, ils doivent dégager l'eau. Et faire bouger les bus. Il fonce encore. Donc cela, au total, le fonçage c'est 2 mètres, plus les 13 mètres, au total ça me donne 15 mètres de profondeur. Vous voyez cette année, le puits, il y aura une motopompe. Les deux forêts que vous voyez là, il y aura des portes. Ça sera fermé pour la sécurisation d'abord. Une fois, si la pompe elle est en panne technique, on peut utiliser de puiser. On ouvre les fenêtres, on commence à puiser. Si la pompe est une fois des problèmes techniques. Mais si la pompe fonctionne 24 sur 24, on n'a pas besoin de ça. Ça restera toujours ferme. Le puits est là, ça entoure entre 7 bénéficiaires pour ce puits. C'est pour 7 bénéficiaires à l'alentour. Comme vous voyez ici, c'est un bénéficiaire, il se nomme Kabirou Dabo. C'est un bénéficiaire. La maman là, Mariama Seydi, là où elle est, on l'a emprunté la maison là. Mais sa propre maison, elle l'a déjà construite tout juste à côté. Elle aussi, elle se bénéficie de ce puits. Il y a une autre maman de ce côté, elle se nomme Mariama Sissé. Elle aussi, c'est pareil. Il y a Farba à côté, c'est pareil. Il y a Malan Sanou, c'est pareil. Tous ces bénéficiaires-là se bénéficient de ce nouveau puits financé par l'État américain du projet. Donc, raison pour laquelle c'est un grand plaisir
Vous-même, vous le voyez à votre propre yeux, ce projet-là. Mais seulement ça reste que la finition. Ouais. Le gars actuellement, il est à Sumbour. Il y a un village qui se nomme Sumbour. Il y a un nouveau puits là-bas aussi. Il fait là-bas la finition. Une fois terminé ici, il sera là d'ici la fin de ce mois-ci même. Le puits sera maintenant fini. Il sera maintenant libéré au projet. Donc actuellement, le puits est entre les mains du puisatier. Mais néanmoins, l'alentour, ils font leurs besoins. Mais ça risque la finition. Et la cour de Yatani, il y a une attaque baromoy. Mbatata, Nke Bayata Badami, Dinke Nani, Ibema Musoso to follow, killing like a Musoso, Obata, Dinka in la Como do not a fundo, Tanka Duaco, Badunula. Dunyanu Lakira, La Codiata Misuto Nintilo. Ungo Fun Sadaha. Janum Bafal Sadaha, Como Sadaha, welcome, all kind of dear. Jannu sama fenkela nga katantar dula ni mo wande dula yo sa kan min soto man sakunda ko din nan fa tale mo la ta kalka do ko nya ka bete ya ngata ni wadi fa ni imam balama ko data undal mandara tanu tata mfasita mbe ka talentar dula le mbatata din ke ma fa tambula tabata. Voilà, madame ici, bonjour et merci de nous avoir choisi ici vous. Vous êtes sur la 4.4, la radio de toutes les générations. Bonjour également à nos amis internautes qui nous suivent sur toutes nos plateformes digitales de la radio Génération FM. Nous vous disons bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes à Djibanar, ici à l'hôtel de ville de Djibanar, là où vraiment c'était une rencontre qui entre dans le cadre de la discussion ou l'évaluation du programme de réinsertion des populations retournées en Casamance. Et c'est un plaisir vraiment aujourd'hui de recevoir sur ce plateau monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar. Monsieur le préfet, nous vous disons bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui vous êtes venu assister à cette rencontre tenue aujourd'hui ici à l'hôtel de ville de Djibanar. Après donc avoir rencontré les différents acteurs, qu'est-ce que vous avez donc retenu? Voilà, merci. Je tiens d'abord vraiment à vous remercier de nous donner l'opportunité de nous adresser à la population du Balantakunda en général et de Djibanar, dire toute notre satisfaction pour ce projet de Shelter for Life qui a l'ambition d'accompagner les populations déplacées pour leur réinstallation. Et c'est un projet qui est venu à son heure, parce que depuis longtemps, les populations demandent à retourner. Il fallait donc trouver les stratégies et les moyens de le faire. Et aujourd'hui, Shelter for Life est là pour les accompagner. Et aujourd'hui, nous étions là pour évaluer les engagements des différentes parties quant au retour programmé. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, en ce qui concerne Shelter for Life, le matériel est presque disponible à 90%. Il ne reste que les lattes qui doivent être disponibles la semaine prochaine. Les tôles et tout le reste du matériel est déjà disponible. Au côté des populations aussi, nous avons constaté qu'il y a des efforts qui ont été faits. Beaucoup donc, de familles ont déjà terminé leurs briques et attendent donc le matériel. Certains donc, sont dans la phase donc, de briques, d'autres donc, sont en phase d'élévation. Pour dire que donc, nous sommes en tout cas à plus de 30% donc, de réalisation donc, complète pour la réinstallation des familles. Et aujourd'hui, nous avons donc compris qu'il y a des difficultés
Et parmi ces difficultés, il y a donc l'élévation des murs qui pose un réel problème donc, aux populations par rapport aux moyens disponibles. Il y a aussi la question de l'eau qui se pose, puisque dans beaucoup de localités, il n'y a pas d'eau, il faut aller chercher l'eau un peu loin. Il y a aussi peut-être le problème de moyens financiers qui se pose toujours par rapport donc aussi aux efforts qui doivent être faits par la population. Et ensemble, nous avons fait des propositions pour arriver donc à juguler toutes ces difficultés et permettre aux populations vraiment d'arriver à la réalisation de leur infrastructure. Vous l'avez dit, il y a plusieurs familles vont être donc accompagnées dans votre arrondissement. Dites quel est le nombre de familles bénéficiaires de l'appui et de shelter et comment le choix a été donc opéré? Voilà, donc c'est 300 maisons qui doivent être construites par Shelter for Life. Et vous savez, au niveau donc de l'arrondissement de Djibana, il y avait donc un choix qui a été fait d'abord sur la base donc d'une enquête qui a été faite par Shelter for Life, qui a permis donc de faire un ciblage donc de ces familles. Et aujourd'hui donc les recommandations qui ont été faites à ces familles, c'est de réaliser les briques, de faire l'élévation, et Shelter for Life va venir donc accompagner pour le reste du matériel. Et nous avons vu que vraiment, au sortir de cette rencontre, les populations vraiment se sont mises au travail. Malheureusement, il y a certaines qui sont toujours donc dans la phase de briques parce que, compte tenu des difficultés, comme je l'ai dit, mais il y a certaines qui ont déjà terminé et n'attendent que Shelter for Life pour vraiment couvrir leur maison. Et c'est dire que vraiment, en tout cas, nous saluons ce programme qui est là et nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer vraiment les efforts qui sont en train d'être faits par les partenaires. Vous avez également mis en place un comité consultatif qui pilote donc le projet, mais également les opérations de sélection des bénéficiaires et distribution des appuis. Expliquez-nous comment, au nom de la transparence et de bonne gouvernance des ressources, ce comité est-il constitué et quel est son mode de fonctionnement? Voilà, le comité est mis en place à partir donc de l'existant. Puisque vous savez, à chaque fois qu'un partenaire souhaite intervenir dans une zone, l'idéal serait de faire en sorte qu'on puisse, autour donc de ces programmes d'activité, donc mobiliser l'ensemble des forces, l'ensemble des acteurs de la localité. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été mis en place un comité consultatif qui est présidé par le préfet et qui a pour mission, dont on retrouve tous les acteurs, que ce soit donc la société civile, que ce soit la jeunesse, que ce soit les autres partenaires et programmes, mais aussi les autres programmes qui interviennent dans le même, pour la même question. L'ensemble des acteurs là donc sont mobilisés dans ce comité consultatif qui a pour donc mission d'abord donc de conseiller donc le projet, qui a pour mission d'orienter les activités donc du programme, qui a pour mission aussi donc d'évaluer donc les actions qui sont en train d'être menées et à terme de faire aussi des propositions pour permettre donc une rationalisation donc des interventions. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, dans sa mission d'évaluation, on était là pour évaluer donc les réalisations donc des différentes parties, que ce soit le partenaire et les populations, pour apprécier donc de la démarche qu'il faut entreprendre pour les prochains jours. Okay. Concrètement, quel est le paquet de services que Shelter offre donc à ses bénéficiaires et quel est le plus-value que cela génère à l'endroit des personnes retournées? Voilà, le paquet de services qui est offert par Shelter for Life, c'est que Shelter for Life met à la disposition des populations 120 tôles, 40 lattes et 3 kg de pointe. Je pense que si on l'estime en termes de finances, c'est beaucoup d'argent. S'il faut le faire pour 300 familles. Et au-delà de ça, Shelter for Life met à la disposition des populations des latrines et des puits qui sont mis donc dans les villages. Donc ça veut dire que c'est un ensemble de paquets qui accompagnent donc le retour des populations
et qui permettra à terme vraiment donc de leur donner au moins des conditions de vie favorables. Sur ces appuis, on a également dans les offres de services de shelter, il y a l'accès à l'eau potable, les latrines, les toits et entre autres. Qu'est-ce que cela donc représente-t-il des priorités pour les personnes retournées? Oui, on l'a dit, je pense qu'aujourd'hui, quand il faut accompagner une population, l'idéal serait de l'accompagner peut-être à 100%. Mais vous savez, on a dit que la population fait un effort, c'est-à-dire il met en place donc, les briques et l'élévation, le bâtiment. Et maintenant, Shelter for Life accompagne en mettant donc la toiture, en permettant donc à cette famille de disposer de latrines et en mettant à la disposition donc, du village donc, un puits qui leur permettra d'avoir accès à l'eau potable. C'est dire qu'aujourd'hui, donc, si on réalise cela, on permet donc le retour, donc sécuriser des populations, mais aussi on va améliorer les conditions de vie de ces populations qui certainement auraient des difficultés à se construire eux-mêmes. Donc vraiment donc, un toit donc, à la dimension de ce que Shelter for Life a offert. Maintenant, sur le terrain, ils l'ont dit tantôt, ils sont souvent confrontés à des difficultés, que ce soit par des familles qui sont un peu diminuées, des familles vulnérables, qui n'ont pas les moyens vraiment de payer les maçons pour les constructions, ou bien même des jeunes qui sont un peu réticents pour leur accompagner dans le projet. Quelle est votre appréciation sur ça? Oui, là, je pense que c'est des difficultés qui ne peuvent pas manquer, puisque c'est un nouveau projet. Donc peut-être on n'a pas eu le temps de faire la sensibilisation nécessaire pour amener tous les acteurs à être peut-être au même niveau d'information. Et c'est pour cela, dans les recommandations, nous avons demandé de poursuivre la sensibilisation pour amener les populations à mieux comprendre le projet, à mieux donc comprendre ce qui doit être fait par Shelter for Life, ce qui doit être fait par les populations. Et si je pense qu'aujourd'hui les populations comprennent cela, il sera facile vraiment donc pour la deuxième phase donc de mettre en œuvre le projet sans difficulté. Mais c'est normal que donc pour un premier temps qu'on rencontre certaines difficultés liées donc à la perception des populations, liées aussi au manque d'information et de sensibilisation. À ce stade du projet, pouvez-vous nous faire le point sur l'avancement des travaux? Oui, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, je pense qu'on est à plus de 30% de réalisation, parce que je l'ai dit, il y a aujourd'hui 30 familles qui ont terminé carrément donc, leur construction et qui attendent donc, les tôles et le reste du matériel pour couvrir leur maison. Donc à cela s'ajoutent maintenant 85 familles qui ont déjà donc, terminé leur brique et qui doivent donc s'activer vers la construction du bâtiment. C'est dire que donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins plus de 100 familles qui sont donc dans une procédure qui leur permet de pouvoir disposer du matériel pour déjà couvrir leur maison. Maintenant, le reste va suivre et nous avons demandé à ce qu'on accélère la cadence pour arriver donc avant le 15 avril à ce que l'ensemble des familles puissent donc terminer leur brique, terminer la construction et permettre donc à Shelter for Life de mettre le matériel à leur disposition pour qu'on puisse vraiment arriver à terme du programme pour 2021. Voilà, chers auditeurs, pour vous rappeler, nous sommes avec le sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar. Monsieur le préfet, pour continuer, aujourd'hui, combien de villages sont concernés dans votre arrondissement? Y a-t-il d'autres localités qui expriment le besoin de rentrer et qui sollicitent les services de Shelter for Life? Je pense qu'à l'arrivée du projet, il y avait vraiment beaucoup de villages. Presque l'essentiel des villages avaient fait des demandes. Et je pense que pour l'arrondissement de Djibanar, nous avons donc principalement la commune de Djibanar et la commune de Yarambalan. Pour la commune de Yarambalan, c'était au moins un peu moins de 11 villages qui avaient fait une demande. Mais pour la commune de Djibanar, je pense qu'on était à plus de 23 villages qui avaient fait la demande d'appui. Au terme donc sur ces villages-là, l'ensemble des 23 villages peut-être n'ont pas été choisis, mais ils ont choisi des familles donc au sein de ces villages. Donc le ciblage n'a pas été fait en termes de villages, mais c'était en termes de familles. C'est après maintenant donc le ciblage parce qu'il fallait mettre des critères et à l'issue de ces critères maintenant des familles ont été choisies. Et à l'issue maintenant de ces familles, on a identifié ces familles par rapport à leur appartenance au village.
Et maintenant, donc, on a la liste donc, des bénéficiaires. Donc, pour dire que donc, pour cette année, Shelter for Life donc, vraiment est en train de faire un grand pas par rapport donc, à l'appui qu'il doit réaliser pour les populations. Et maintenant, avez-vous un plaidoyer particulier à formuler à la direction ou bien en direction du gouvernement américain pour le prolongement des actions de Shelter for Life au regard de l'apport l'apport qu'il apporte donc à la population, mais également à ces personnes retournées? Voilà, donc là, je pense qu'on va demander à Shelter for Life, après les avoir remerciés pour leur engagement et leur détermination aux côtés des populations pour leur retour, leur demander en tout cas de continuer à cheminer avec nous. Mais comme je l'ai dit tantôt au niveau des recommandations, demander qu'on revoie donc les interventions. Ça veut dire qu'on peut améliorer l'offre de services. Vous l'avez dit tantôt. Shelter for Life donne donc des tôles, donne des lattes, donne donc des clous, met à la disposition un puits, donne des latrines. Et nous avons demandé à ce qu'on aille plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on parvienne à même gérer la construction. Comme ça, les populations vont fournir les briques et Shelter for Life va s'engager donc pour le reste, c'est-à-dire de la construction jusqu'à la finition. Il est possible de le réaliser, c'est des recommandations qui ont été faites et je pense que le projet va prendre ça en compte pour nous permettre vraiment donc d'améliorer l'offre de services et de réduire donc les souffrances des populations. Donc, qu'avez-vous à dire en termes de remerciements à Shelter for Life pour les actions accomplies dans votre arrondissement? Voilà, les remercier vraiment pour l'ensemble des actions qu'ils sont en train de mener dans l'arrondissement de Djibanar et particulièrement dans la commune de Djibanar et de Yarambalante. Leur dire en tout cas tout notre soutien, toute notre disponibilité à les accompagner. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que besoin, nous, en tant que président du comité, nous sommes là à leur disposition pour vraiment donc présider les rencontres, mais pour apporter l'appui nécessaire donc de l'administration. Et nous ne ménagerons aucun effort, en tout cas, pour permettre donc à Shelter for Life de mener donc à bien son travail. Et là, donc, je pense que l'administration, de manière générale, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les populations, seront toujours disponibles à leur côté pour leur permettre vraiment de réussir leur mission au grand bénéfice donc, des populations déplacées. Voilà, monsieur le sous-préfet, nous sommes au terme de cette discussion. Une dernière question. Donc, nous savons que nous sommes à quelques encablures de l'hivernage et nous sommes dans une zone là où il pleut beaucoup. Avez-vous demandé aux populations retournées d'hâter le pas pour donc terminer les constructions bien avant qu'on entre dans les saisons de pluie? Oui, c'était même l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, faire une évaluation pour permettre donc de savoir le disponible. Et nous savons aujourd'hui le niveau d'exécution des engagements. Et cela va nous permettre maintenant de faire une tournée avec l'ensemble des membres du comité consultatif, tournée à laquelle nous allons encore de visu apprécier donc les engagements des communautés pour voir maintenant là où nous allons donc orienter notre action. Et je pense que pour cette mission, nous allons tout simplement demander aux populations d'accélérer la cadence parce que nous l'avons dit, nous voulons à terme, avant le 15 avril, Inch'Allah, arriver donc à la réalisation de l'ensemble donc des infrastructures qui doivent être faites par les populations pour permettre à Shelter for Life de pouvoir donc vraiment terminer son projet. Merci, monsieur le préfet. Votre dernier mot? Voilà, vous remercier vraiment pour avoir accepté, pour être présent à nos côtés parce que je pense que aujourd'hui, la presse est devenue un élément incontournable donc, de la démocratie sénégalaise. Donc, ça permet aussi donc, de rendre compte de ce qui a été fait. Et je vous remercie pour votre disponibilité et vous dire qu'en tout cas, nous sommes toujours à vos côtés pour vraiment donc, apporter les éléments de réponse donc, aux préoccupations des populations pour informer tout le monde et les informer bien aussi. Merci à vous, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar. C'est à nous de vous remercier. Madame, messieurs, dans quelques instants, on va également accueillir le maire de la commune de Djibanar.
Voilà, auditeurs et auditrices de la 93.4, amis internautes, je vous le disais tantôt, nous allons donc accueillir à l'instant Monsieur le maire de la commune de Djibanar. Monsieur le maire, nous vous donnons donc l'opportunité de vous présenter à nos amis auditeurs et internautes de la 93.4. Merci, je m'appelle Ibou Diallo Sadio, je suis le maire de la commune de Djibanar dans le département de Goudomp, région de Sédhiou. Alors aujourd'hui, vous avez assisté à la réunion qui porte sur l'évaluation du programme de réintégration des personnes retournées en Casamance. Après avoir assisté à la rencontre, dites-nous qu'est-ce que vous avez retenu de façon globale. Oui, nos impressions sont bonnes. Je m'associe à tout ce qui a été retenu ici comme recommandation et comme proposition. Parce que étant membre influent de ce comité consultatif à côté de l'autorité administrative, je crois que le travail qui est en train d'être fait par le comité consultatif, il était bon à chaque fois que de besoin de faire une évaluation à mi-parcours, puisque nous sommes dans un délai, compte tenu des aléas climatiques. La saison sèche va bientôt prendre sa fin et l'hivernage va s'installer. Cela dit que quand l'hivernage s'installe, disons 90% des activités seront au ralenti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est donc un peu contraint par l'impératif du temps. Voilà pourquoi, de manière assez régulière, le comité consultatif se retrouve. Alors, après avoir écouté et regardé, partagé ensemble la projection faite par Shelter for Life, on est un peu satisfait, pas à 100%, mais quand même, puisqu'on est à mi-parcours du chantier, mais on voit que les choses sont en train d'évoluer dans le très bon sens. Donc cela dit que certainement, si tout va bien, d'ici la fin de la saison sèche, à partir du mois de juin, on peut valablement organiser dans un cadre bien réglementé le retour de ces populations concernées par ce déplacement. Oui. Et aujourd'hui, quel est le niveau d'exécution chez les personnes concernées? Oui, on peut situer ça à plusieurs niveaux parce qu'au plan des constructions, ça avance. Parce que ce qui a été retenu comme étant mesure d'accompagnement, c'était dans un premier temps de pousser les populations bénéficiaires, les ménages, à réaliser leur construction jusqu'à son terme. Donc aujourd'hui, on a vu que certains ménages ont même terminé, d'autres sont dans la phase, disons, intermédiaire. Je peux dire que presque ceux qui sont aujourd'hui dans la phase de départ ne sont pas nombreux. Parce qu'il fallait défricher, vous avez vu les projections, beaucoup ont défriché dans les villages. Ils ont déjà fait les briques, donc ils sont dans la construction, ce qui n'est pas facile. Parce que généralement, il y a la question de la main-d'œuvre de qualité qui se pose, c'est-à-dire les maçons. Et comme généralement dans ces villages, il n'y a pas suffisamment de maçons, on est obligé d'attendre que l'un termine et pour qu'on enchaîne avec l'autre. Mais déjà du côté de Shelter, ils vous l'ont dit, le matériau commence à être disponible. Ils ont déjà donné un délai. Je crois que ce qui est plus sûr, en début de semaine prochaine, on pourra valablement procéder à une cérémonie de distribution, de réception et de distribution de ces matériaux pour permettre à ceux-là qui ont terminé d'aller plus vite. Je crois que ça aussi, ça peut être une source de motivation pour ceux qui sont en train de traîner le pas. Mais j'avoue que déjà, le projet est lancé et on est tout heureux de voir ce qui est en train de se faire sur le terrain. Bon, vous l'avez soulevé tantôt, il y a des jeunes qui sont parfois réticents sur le projet ou sur le fonctionnement du projet. Et qu'est-ce qui est dû à cela? Est-ce que vraiment c'est le travail qui reste ou bien c'est un manque de communication ou bien la communication ne passe pas comme il faut? Oui, vous savez, nous sommes dans un milieu qui a ses particularités, alors que nous sommes tous conscients que ces populations déplacées, ce sont des personnes vulnérables, des personnes qui vivent dans la précarité depuis plus de 3 décennies. Alors je crois qu'aujourd'hui, il devait y avoir un élan de solidarité autour de ces populations pour les accompagner et les voir réaliser leurs rêves, c'est-à-dire le retour dans leur village natal. Maintenant, bon, dans tout projet, il y a toujours des manquements, mais je crois qu'à l'avenir, on fera tout pour insérer tout ça dans les recommandations, notamment
inviter les corps de métier à être présents dans le comité consultatif. C'est une façon de les solliciter pour qu'ils puissent vraiment régler souvent certaines préoccupations liées à la construction, notamment à la réalisation également des fosses pour les latrines. Parce qu'il faut que les jeunes aussi s'impliquent dans ça. Mais je crois que le travail ne saurait s'arrêter sur... le travail de solidarité ne saurait s'arrêter sur la réalisation des briques seulement. Je crois que ça, c'est un élément extrêmement important, mais non moins important par rapport à la construction et la charpente. C'est pour cela, je crois que le sous-préfet l'a bien consigné. Il sera question pour l'avenir d'insérer ces corps de métier dans le dispositif pour qu'on puisse avancer correctement. Nous savons que ces personnes retournées, les zones qu'ils vont donc aller ou là où ils vont abriter, c'est des zones un peu risquées avec ce qui se passe actuellement. Tout récemment avec les soldats, on peut dire, une voiture qui a donc marché sur une mine anti-char. Est-ce qu'aujourd'hui un processus a été donc engagé pour essayer de les aider de rentrer avec toute tranquillité dans cette zone? Oui, vous avez parfaitement raison. La zone qui a été ratissée, la zone qui a fait l'objet de déplacement de ces 23 villages n'est pas totalement déminée. Donc vous venez même d'en illustrer la preuve. Il y a même quelques jours, et c'est l'occasion pour nous de compatir à la douleur de ce soldat qui a perdu l'âme et celui qui est blessé, et souhaiter vraiment un prompt rétablissement à se blesser et prier pour le repos de l'âme du soldat disparu qui est décédé vraiment dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, la zone a fait l'objet de déminage depuis plus de 3 ans, mais c'est pendant ces opérations de déminage que les éléments de handicap international sont tombés entre les mains des bandes armées qui les ont dépouillés et qui les ont menacés. Et depuis lors, le projet a connu un arrêt. C'est pourquoi il fallait qu'on relance l'autorité administrative pour voir dans quel cadre, avec ce qui reste, puisque le retour est imminent, il faut forcément continuer l'opération de déménage pour que la population soit vraiment dans des conditions de sécurité dignes de ce nom. Parce que sans quoi, il y aura les mines antipersonnelles. Dès qu'on commence à vivre ce scénario, encore il y aura une hantise. Les gens ont peur encore d'y retourner et ce sera vraiment dommage. Donc je crois qu'il faut terminer cette opération de rapetissage. Et là, j'en appelle même à la volonté de l'État, même au niveau central. C'est vrai que l'armée peut le faire, mais je crois qu'il y a des structures dédiées qui sont là, des ONG spécialisées dans l'opération de déménage. Il suffit encore de relancer le programme pour qu'on puisse avoir la possibilité de sécuriser davantage cette zone. Et je crois que ça, si on le fait, les populations pourront librement circuler parce qu'on est dans des zones de production par excellence dans la carte. Et bientôt la campagne va commencer. C'est sûr que c'est des situations qu'il faut éviter. Donc voilà pourquoi je demande à ce qu'on anticipe. Voilà, aujourd'hui, nous savons que nous sommes à quelques encablures de l'hivernage et nous sommes dans une zone là où il pleut beaucoup. Aujourd'hui, quelles suggestions avez-vous à faire à certains for life, mais également à la population donc, concernée pour qu'ils battent encore plus d'efforts pour terminer les travaux le plus vite possible? Oui, tout à fait. Je crois que la première chose à faire, c'est d'abord de libérer les matériaux qui sont déjà disponibles pour ceux-là qui ont terminé leur construction. Parce que, comme on l'a dit, l'hivernage n'attend pas. On est au mois de mars, bientôt on sera au mois d'avril. Ceux-là qui ont terminé et encourager ceux qui ne sont pas encore dans les dispositions de terminer leur bâtiment. Et je crois que cette année, Shelter for Life a fait beaucoup d'efforts. Parce que dans leur cahier de charge, il n'a jamais été question d'anticiper sur les puits avant la mise en construction. Mais cette année, par des soucis, puisque nous, on a pour la plupart des villages déplacés, des villages qui n'existent même plus sur la carte. Donc, par souci de compréhension et pour vraiment accompagner ces populations, ils ont fait des puits aujourd'hui presque partout dans ces villages déplacés. Tout ça, c'est pour faciliter la tâche à ces populations, pour faire les briques, mais également pour faciliter leur construction. Et je crois que ça, c'est un exemple à saluer. Maintenant, ce qui reste, c'est d'encourager
d'encourager les populations à terminer. Et comme on l'a dit, il n'est jamais trop tard de mobiliser aussi les maçons, de les sensibiliser, même si c'est avec des montants forfaitaires, c'est une façon de contribuer à leur niveau. Idem également pour les charpentiers, qui ne doivent pas se mettre dans une dynamique de dire oui, c'est une campagne, on a des chantiers. Comme d'ordinaire, on peut réclamer ce qu'on veut, mais là, c'est des situations assez spécifiques. Je crois qu'on doit surtout faire prévaloir l'action sociale, le soutien, la solidarité. Ça, c'est vraiment des réalités bien sénégalaises. Donc, c'est pour cela, là aussi, on va faire un appel à ce que tous ces corps de métier-là soient là pour accompagner leurs frères, ou bien leurs parents, ou bien leurs tantes. Parce que c'est dans cette cohésion sociale-là qu'on pourra avoir de bons résultats. Voilà, monsieur le maire. Et quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vous remercier également pour cette couverture médiatique et vivement souhaiter que ce chantier-là soit couronné de succès, comme on l'a vu, et que l'année prochaine, les populations qui n'ont pas eu la chance de retourner soient également très prêts pour l'édition prochaine avec Shelter for Life, qu'on ne remerciera jamais assez. Vraiment, ils sont en train de faire un travail extrêmement important et également pousser les autres partenaires qui viendront peut-être pour d'autres programmes, parce que Shelter for Life ne pourra pas faire tout. Il est en train de réussir son programme. Je crois que dès l'installation, d'autres viendront pour d'autres activités, notamment les pistes de production, voyez, les infrastructures de base qu'il faut mettre, les forages, pourquoi pas l'électrification rurale, hein, les écoles, la santé, tout ça c'est dans le moyen terme. Mais le plus urgent, c'est d'abord vraiment féliciter Shelter pour tout le travail qu'il est en train de faire, et aussi à votre niveau, parce que je suis régulièrement les antennes avec les émissions de Shelter pour sensibiliser la population. Donc cela veut dire que vraiment votre presse organe est en train de faire un excellent travail à ce niveau-là. Merci à vous, monsieur le maire de la commune de Djibanar. Donc, je vous le disais depuis le début de cette émission que nous sommes ici à Djibanar, là où vraiment la rencontre s'est tenue, qui porte donc sur l'évaluation du programme de réintégration des personnes retournées en Casamance. Alors, nous allons dans quelques instants également accueillir un membre donc de la fédération ou du projet Shelter for Life. Voilà, je vous le disais tantôt que nous sommes ici à Djibanar, là où vraiment s'est tenue une rencontre qui porte sur l'évaluation du programme de réintégration des personnes retournées de la Casamance. Alors, nous sommes avec un membre de fédération, ou bien de la fédération autant pour moi, Center for Life. Monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi je m'appelle Sori Kamara, agent de liaison à Shelter for Life. Alors aujourd'hui, à l'issue de cette rencontre avec les différents acteurs, qu'est-ce que vous avez retenu et les suggestions également des doléances ont été soulevées? Quelle réponse avez-vous à apporter pour vraiment apaiser donc ou bien mettre les populations ou bien les rassurer en quelque sorte? Merci beaucoup. À l'issue de cette rencontre, d'abord je remercie tous les membres qui ont participé et ensuite vous, Génération FM, qui s'est déplacé. Les recommandations qu'on a reçues par rapport à cette rencontre, c'est par rapport à la distribution du matériel. Pour vous dire que le matériel est sur place, d'après le sous-préfet, c'est juste faire une cérémonie de symbolique de remise du matériel. Ensuite, pour le déroulement, pour que le matériel soit acheminé sur le terrain, nous sommes prêts, le matériel est stocké, nous sommes prêts à distribuer le matériel à ceux qui ont déjà terminé. Il n'y aura aucun problème. Nous sommes dans les dispositions de distribuer le matériel aux bénéficiaires, retourner dans les villages où nous opérons pour qu'ils puissent avoir le matériel à temps. Tout est en place. Alors donc, au cours donc du projet, est-ce que vous n'avez pas également, vous n'êtes pas confronté à des difficultés qui peuvent parfois entraver à votre travail? Bien sûr, ces difficultés, c'est juste par rapport à la construction. Nous avons affaire à des bénéficiaires qui sont vulnérables. Des fois, le problème de moyens se pose. Le problème des maçons aussi dans les villages. Mais avec tout ce qu'on a mis, on a installé des climats de confiance entre les populations et les gens qui peuvent les aider, c'est-à-dire la communauté. Et compte tenu de cela, on a en collaboration avec des maçons qu'on met en rapport avec nos bénéficiaires pour qu'ils puissent les aider, pour que les travaux puissent continuer. Et ça avance bien. Vous avez tantôt dit que les jeunes sont un peu réticents sur donc l'avancement des travaux. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? C'est la communication ou bien il y a quelque chose vraiment qui reste à améliorer? En fait, c'est par rapport à la conscience de la personne même. Il y a des gens qui sont inconscients que le projet est venu pour aider les gens.
Donc il faut accompagner ces personnes-là. Mais par rapport à ça, c'est des sensibilisations. On les rencontre, on discute avec eux. Mais juste là, chaque fois qu'on rencontre ces jeunes-là, il y a une petite résistance par rapport à leur endroit. Mais jusque-là, ça va. Donc en plus qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est mettre les bâtiments. Les gens sont venus nous aider. C'est un projet qui vient accompagner. Voilà, ces blocages-là sont en train d'être relevés parce qu'on a mis en place des comités de village. Dans tous les villages, comme président, le chef de village, avec ces comités-là, on essaie d'approcher ces jeunes-là pour essayer de discuter avec eux. Aujourd'hui, vous êtes confiant que les travaux peuvent terminer avant l'hivernage? Inch'Allah, parce que déjà on est en avance par rapport à ce qu'on a. Les matériels sont là, les travaux sont en train d'être bien se dérouler sur le terrain. On est confiant qu'on pourra, Inch'Allah, terminer les travaux avant la saison des pluies, Inch'Allah. Voilà, merci à vous, monsieur Sori Camara. Donc, madame ici de la 93.4, également amis internautes, vous qui nous suivez sur les plateformes digitales de la radio Génération FM, nous disions tantôt également, et nous le disons, nous le répétons encore, que vous êtes sur la 93.4, la radio de toutes les générations, et nous sommes avec le Center for Life pour discuter également un peu sur l'évaluation des travaux qu'ils sont en train donc de faire sur le terrain pour permettre à ces personnes déplacées de retourner également, retrouver ce qu'on appelle leur partie également léguée par leurs ancêtres depuis un bon moment. Ces parties également qui ont été également laissées du fait donc de la crise casamançaise. Mais aujourd'hui, depuis un bon moment, des projets sont en train donc d'être enclenchés pour permettre à ces personnes de retourner sans aucune difficulté. Alors, monsieur, nous vous remercions et nous disons également merci à vous, amis auditeurs, ou bien nous allons accueillir Evelyna. Voilà, à l'instant, on va accueillir Evelyne Sonko, membre du comité consultatif donc de Center for Life. Elle fait partie donc du bureau qui travaille pour donc on peut dire le programme de réintégration des personnes retournées de la Casamance. Alors aujourd'hui, Evelyne, vous avez assisté à la rencontre donc que vous avez tenue aujourd'hui ici à l'hôtel de ville de Djibanar. À l'issue de cette rencontre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou bien quel est l'état des travaux? Merci beaucoup, monsieur. Par rapport à l'avancement des travaux, qui est en parfaite adéquation, disons, avec le processus de distribution des matériaux, l'équipe suivi évaluation avec les opérations, bien sûr, travaille depuis un temps sur le terrain, de manière hebdomadaire, pour recueillir les informations, mais aussi suivre la population sur le travail effectué. Et à partir de ces travaux-là, nous avons eu à collecter comme information que plus de 80 personnes ont déjà leurs briques. Mais aussi, presque 72 ont fini la construction. Donc, ils n'attendent que le matériel. Ce qui veut dire que le travail déjà est en avance. Et nous sommes vraiment, en quelque sorte, ravis du travail que fournissent les bénéficiaires, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Ils sont vulnérables, mais avec l'accompagnement que l'on fait, avec l'accompagnement que l'équipe suivi-évaluation effectue, les travaux avancent petit à petit. Et nous espérons bien sûr qu'avant la saison hivernale, nous pourrons boucler le maximum de maisons. Voilà, nous pourrons... Alors aujourd'hui, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de cette population? Qu'ils persévèrent, qu'ils continuent. Nous savons que ce n'est pas facile, voilà, d'être dans ces conditions-là et de construire, mais nous sommes là pour eux. Comme on le dit, c'est un projet d'accompagnement, de suivi. Nous allons les accompagner, nous allons les donner le matériel. Et pour ceux qui n'ont pas de maçons, nous proposons même des maçons qui bien sûr seront à leur charge, mais souvent nous rencontrons des problèmes de maçons dans les villages. Il n'y a qu'un seul maçon pour tout le village. Donc nous faisons de notre maximum pour les aider et donc nous les encourageons vraiment. Voilà, merci à vous, Madame Evelyne Sonko. Madame ici, donc merci de nous avoir suivis. Tout est bien, fini bien. Alors, c'était l'équipe de Génération FM ici à Djibanar pour donc vous montrer donc ou bien vous faire part de ce qui se passe ici à l'issue de cette rencontre donc d'évaluation qui s'est tenue ici aujourd'hui à l'hôtel de ville de Djibanar. Vous avez également suivi la réaction du sous-préfet de l'arrondissement de Djibanar, mais également le maire de la commune de Djibanar
tous les deux qui intervenaient également sur l'avancement des travaux pour permettre à toutes ces personnes qui sont donc des personnes déplacées de pouvoir retourner dans leur localité sans aucune difficulté. Alors aujourd'hui, le projet est en cours. C'est vrai que des réalisations ont été faites, mais Shelter for Life travaille davantage d'arrache-pied avec toute son équipe pour également terminer les travaux bien en avant l'hivernage. Alors l'équipe de Génération FM est vraiment ravie de vous servir et de se déplacer jusqu'à ici à Djibanar pour vous faire vivre tout ce qui s'est passé ici. Et ça sera vraiment un sacerdoce comme ça l'a toujours été. Merci. Devant ce micro, c'était Abbas Sedi. À la technique, c'était Lamine Simon. Sissi. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.